Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur la ressource en eau sur le département de la Loire. Je suis déjà ravi qu'il y ait autant de monde présent ce matin et ça continue à arriver. Ça montre bien l'intérêt de cette thématique sur notre territoire et d'une façon globale avec ce changement climatique qui impacte cette ressource. C'est très intéressant. Ce webinaire vient en complément d'une publication qui a été réalisée et qui a été diffusée il y a quelques semaines à peine, que vous pourrez retrouver sur notre site internet d'Épure. Et vous aurez tous les liens ensuite sur la dernière diapo avec des liens vers des ouvrages ou vers de la bibliographie qui nous a servi pour faire ce webinaire notamment. Voilà, juste un élément important. L'hyperactivité de ce webinaire s'organise exclusivement par le chat, donc vos micros sont tous fermés, les caméras sont fermées également. Donc n'hésitez pas à poser des questions ou à faire vos remarques sur le chat. On prendra un temps à la fin de la présentation pour pouvoir y répondre et amender ou faire simplement un débat autour de certaines thématiques. Aussi, chose importante, le webinaire est enregistré. C'est uniquement en vue de la mise en disposition d'une rediffusion qui sera sur notre site internet pour les personnes qui souhaiteront revoir certains extraits ou l'intégralité, mais également pour les personnes qui n'ont pas pu assister aujourd'hui. Donc il y aura cet enregistrement ce replay qui sera présent sur notre site internet. C'est pourquoi le document, la séance sera enregistrée. Ça continue à arriver, toujours agréable. Écoutez, c'est 11h05. On commence concrètement avec ce webinaire sur l'eau. L'organisation de la présentation tournera autour de 3 points. À la fois un petit état des lieux de la ressource en eau sur le territoire, l'origine du territoire ligérien, vous aurez noté le jeu de mots, mais on regardera un petit peu comment la ressource en eau se caractérise sur notre territoire de la Loire. Ensuite, on verra un petit peu quels sont les impacts du changement climatique, et ils sont importants, sur les différents usages de l'eau. Et on verra que ça peut poser des tensions par des usages qui ne peuvent être non distribués. Donc, on fera un état des lieux de ces tensions qui peuvent apparaître sur les différents usages. Et enfin, on verra un petit peu comment les politiques publiques répondent à ces situations de tension sur la ressource en eau. On est tous dans le même bateau, que ce soit les particuliers, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les services de l'État, que ce soit les intercommunalités. On est tous dans le même bateau pour faire en sorte que la ressource en eau soit toujours disponible et qu'on puisse avoir de l'eau qui est une ressource fondamentale pour la vie d'une façon générale. Donc, première partie, l'origine. Donc, on va voir ça rapidement. On a une ressource en eau qui est très diversifiée. Vous avez une carte à droite qui montre un peu les particularités de la ressource en eau dans la Loire. La première particularité, c'est que le département est coupé par une limite de bassin versant, de partage des eaux, entre le territoire, le bassin versant du Rhône, donc tout ce qui est Gier et sud Pilat. Donc on a un bassin versant qui donne vers le Rhône. Et puis tout le reste du département, à peu près 80% du département, est plutôt sur le bassin versant de la Loire. Donc là, pas tous les départements sont coupés par une ligne de partage des eaux, pardon, et c'est quelque chose à prendre en compte dans toutes les réflexions au niveau du cycle de l'eau. C'est une ressource en eau qui est très diversifiée. On a un fleuve, le fleuve Loire, vous le connaissez tous, 120 km de fleuve quand même, du nord au sud, enfin du sud au nord si on prend dans le sens de l'écoulement. On a 3000 km de cours d'eau. On voit très bien sur la carte qu'on a vraiment un territoire qui est complètement couvert par des cours d'eau, que ce soit des rivières, que ce soit des petits ruisseaux, mais on voit qu'il y a véritablement un maillage hydraulique
très important du territoire. Ensuite, on a également la main de l'homme qui a travaillé et qui a façonné cette ressource en eau et cette hydrologie avec la construction de canaux dans le Forêt et dans le Rouennais, essentiellement pour de l'agriculture, mais ça sert aussi à autre chose actuellement avec l'alimentation en eau potable de certaines communes dans la plaine, notamment Feur, à partir du canal du Forêt. Ces 2000 hectares d'étangs et d'innombrables mares. Donc on a des spots vraiment importants sur la plaine du Forêt, par exemple, avec des plaques d'étang de part et d'autre du fleuve. Donc ça, c'est important. Mais aussi, on a d'innombrables mares qui sont à la fois naturelles et puis de temps en temps un petit peu plus artificielles pour l'agriculture. Mais en tout cas, on a des mares qui sont très, très nombreuses et qui ont été recensées notamment par FNE dans le cadre des contrats de vert et bleu des territoires. Et puis on a 3361, et pour être précis, zones humides de plus d'1 hectare qui ont été identifiées par le département, et plus de 16 000 zones humides au total. Véritablement, c'est une richesse pour notre territoire à ces zones humides qui ont un intérêt pour le cycle de l'eau, mais aussi pour la biodiversité. Je ne citerai pas non plus les nombreuses tourbières qui sont dans le Pilat et dans les monts du Forêt, et puis également tous les axes de ruissellement qui ne sont pas forcément des cours d'eau, mais qui peuvent se mettre en eau à certaines périodes quand il y a des événements pluvieux. Donc on a, on a une diversité de la ressource en eau qui est vraiment très présente et qu'on regardera un petit peu plus précisément dans la suite de cette présentation. Cette ressource, elle est diversifiée, je l'ai dit, mais c'est une ressource aussi qui est très sensible et un département qui est vulnérable. Et pourquoi cette ressource est très sensible et ce département est vulnérable vis-à-vis de la ressource en eau? Bah, l'élément principal, c'est que l'eau est en surface. Elle est visible. On a peu de nappes souterraines du fait du sous-sol. Et ça, c'est une particularité de notre département par rapport à d'autres départements de France. L'eau potable, par exemple, à titre d'illustration, notre eau potable ligérienne provient à 72% de ses ressources superficielles, alors qu'en France, la moyenne, c'est 47%. Notre ressource, elle provient des barrages et 60% de la population ligérienne dépend de 11 barrages qui sont situés sur le territoire. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. On a par exemple Padre-Rio et la Valette qui alimentent Saint-Étienne et sa couronne. On a barrage de Cotatet, par exemple, qui est sur l'Ondaine, Soulages ou le Dorlay dans le Gier, et puis Rouchin et Chartrain qui est sur le Rouennais. Donc l'importance de ces barrages, qui sont des réserves d'eau pour l'alimentation d'eau potable en particulier, avec une gestion propre justement pour cette alimentation en eau potable. Euh, ces barrages font c'est aussi intéressant parce qu'ils sont sous des petits bassins versants en général, donc avec des pluies qui viennent recharger ces barrages assez rapidement et qui permettent d'avoir une réserve assez intéressante en termes d'eau, après traitement, en termes d'eau potable. Mais aussi, cette particularité d'avoir des barrages, c'est aussi une sensibilité aux pollutions qui peuvent se faire relativement facilement puisqu'ils ne sont pas protégés par des couches et des couches de sédiments qui pourraient faire une autofiltration. Là, on a l'eau qui est directement sujette à des pollutions, qu'elles soient accidentelles ou volontaires. On est aussi avec une sensibilité des barrages vis-à-vis de périodes de chômage, d'entretien. Donc ces barrages peuvent être descendus pour un entretien régulier. Et donc, on a un volume d'eau qui peut être réduit. Ça a été le cas sur les barrages du Rouennais cet été, par exemple. On a un département également qui est dépendant des approvisionnements extérieurs à son territoire. 20 à 30% selon les mois. Et on le voit très bien quand je cite le barrage de la Valette. Alors certes, c'est une propriété de la ville de Saint-Étienne, mais c'est un barrage qui est sur le département de la Haute-Loire. On a aussi une partie de l'alimentation qui vient de Grigny, qui monte par Sainte-Catherine et qui vient alimenter tous les monts du Lyonnais, mais également redescendre sur certaines communes de la frange est du département.
Si on regarde un petit peu plus le changement climatique et quel impact et quels impacts plutôt au pluriel sur cette ressource en eau. Alors, la première chose à voir, c'est de voir un petit peu comment se matérialise concrètement ce changement climatique. Et au niveau des températures, par exemple, ce qui est important de retenir, c'est qu'on a une hausse des températures moyennes annuelles entre 2,2 degrés et 4,2 degrés selon les différents scénarios. Cette augmentation est rapport à la période de référence 1975-2005. Et donc, on a véritablement une augmentation de la température qui a été constatée et qui est surtout présente en été et en automne. On a une multiplication des journées chaudes avec quelque chose qui est de plus 22 à plus 48%. Ça veut dire que c'est deux fois quasiment, c'est quasiment une fois et demie, pas une fois et demie, si c'est une fois et demie l'augmentation des journées chaudes sur notre territoire et notamment des journées de forte chaleur avec une augmentation de plus 1,7 à plus 6,8 Donc ces journées de forte chaleur, c'est aussi des journées où il va y avoir de l'évaporation et donc un impact sur la ressource en eau superficielle, je le rappelle. Depuis 2000, la Loire est le sixième département français avec le plus de jours de vigilance canicule. Le Rhône l'est également, mais en tout cas, le département de la Loire est très marqué. On a 109 jours de canicule qui ont été identifiés depuis 2000. C'est quelque chose d'important avec des conséquences sur la population, on l'a vu, mais aussi sur la ressource en eau, forcément. Et on a également un recul, comme on a un réchauffement avec des températures moyennes annuelles qui augmentent, avec des températures qui augmentent, on a également un recul progressif du nombre de jours de gel qui est assez marqué, de moins 30 à moins 48,9,8 donc un nombre de jours de gel qui est vraiment très important en recul. Ce changement climatique impacte également les précipitations. On a, si on regarde sur l'année, finalement une légère hausse des cumuls annuels de pluie. Pas significatif, mais on a cette légère hausse de cumul annuel de pluie avec une augmentation des précipitations, surtout en hiver, et une baisse en période estivale. En revanche, ce que l'on voit très clairement, c'est la diminution des cumuls neigeux en montagne. Et ça a une importance parce que la neige, finalement, se caractérise par une rétention de l'eau et une redistribution de la ressource d'eau progressive une fois que cette neige fond. C'est un système un petit peu plus long dans le temps que des précipitations pluvieuses qui vont s'abattre et puis couler très rapidement à l'aval. Donc, cette diminution de cumul neigeux en montagne peut être problématique pour les cours d'eau qui viennent prendre leur source dans les montagnes et qui étaient alimentés par ce cumul neigeux avec un débit qui peut réduire très fortement s'il n'y a pas cette réserve neigeuse à l'amont. On a également une augmentation du nombre de jours sans pluie, de plus 3 jours par an à plus 10 jours par an. Voilà, la température qui augmente, mais aussi le nombre de jours sans pluie, avec malgré cette augmentation du cumul de pluie, eh ben, on a moins de jours pluvieux. Et par contre, ben, ce qui va dans l'autre sens, c'est qu'on a une intensification des épisodes pluvieux avec des événements qui peuvent être violents, des pluies intenses, des orages, et donc avec toutes les conséquences négatives que ces événements intenses ont, à savoir des inondations, mais d'une façon générale, un ruissellement important et donc pas forcément le temps de l'infiltration, d'une petite infiltration de l'eau dans le sol. Puisque je vous le dis, je vous le répète, on n'a pas de nappe phréatique, mais on a quand même euh, une petite capacité d'infiltration notre territoire. Mais en période d'épisodes pluvieux violents, bah, cette eau ruisselle et va directement à l'aval, donc et ne participe pas à reconstituer les réserves. Cette situation
la ressource en eau, je vous l'ai expliqué dans son profil, et le changement climatique, comment il s'exerce sur notre territoire, provoque déjà des tensions sur notre ressource en eau locale. Si on regarde un petit peu les travaux qui ont été menés, notamment l'étude HMUC, Habitat, milieu, usage, climat, j'ai toujours un, pardonnez-moi, hydrologie, pardon. C'est hydrologie, milieu, usage, climat. On a déjà des éléments sur les bassins versants, les différents bassins versants, ce qu'on appelle les unités de gestion, pour voir un petit peu quelle est la situation sur ces bassins versants. Et en fait, quand on regarde d'une façon générale sur le département de la Loire, on a seulement 2 unités de gestion, donc 2 bassins versants, qui sont en équilibre quantitatif, et uniquement parce que ces 2 bassins versants sont soutenus artificiellement par des barrages. C'est l'unité de gestion du Renaison et du Furon-Aval. Le reste du département, tous les autres bassins versants du département sont soit en déficit, soit en déséquilibre quantitatif dès aujourd'hui. Ce n'est pas avec une projection à 10, 15, 20 ans par rapport au changement climatique. On a déjà une situation de tension aujourd'hui avec des situations de déficit ou de déséquilibre quantitatif. Et forcément, quand on a une période, notamment estivale, avec peu de précipitations ou des périodes même avant l'été où il y a peu plu, eh ben, on a forcément des restrictions d'usage de l'eau, ce qui a été le cas sur 2025, j'y reviendrai plus tard, avec vraiment une situation très tendue sur l'alimentation en eau potable, mais pas que, également sur les différents usages de l'eau. Et c'est une situation qui va s'aggraver avec le climat futur. On l'a vu tout à l'heure avec les projections. Forcément, on a un impact important sur la ressource en eau, d'où la mise en œuvre dès à présent de stratégies d'adaptation de la gestion de l'eau face au changement climatique, par exemple sur le pays de Charlieu avec une procédure qui s'appelle ODEFI, mais également avec un plan de gestion de la ressource en eau sur le Gier, un projet de territoire de gestion de l'eau sur la Canse et sur le SAGE Loire-en-Rhône-Alpes qui va venir en complément de l'étude HMUC dont je parlais tout à l'heure. Donc, il y a cette prise de conscience qu'il y a déjà une tension et il y a déjà des actions qui sont mises en œuvre sur le territoire pour faire en sorte que pérenniser cette ressource en eau et pérenniser les usages qui sont liés à cette ressource en eau. J'ai fini pour cette première partie. Et je vais rentrer un peu plus dans le détail des impacts du changement climatique sur les différents usages de l'eau que l'on a sur notre territoire. Et là, je vais résumer ça finalement par un graphique que je vais vous détailler. Je ne vais pas le parcourir intégralement, mais qui vous permettra de voir, et qui est présent sur ce graphique est présent sur la publication, mais qui vous permettra de voir quelles sont les conséquences sur les différents usages de l'eau. Et on a des conséquences, vous voyez ici, sur différents usages. Alors, le principal usage, c'est finalement les milieux naturels, les cours d'eau. L'impact que peut avoir une diminution de la ressource sur les cours d'eau, c'est forcément une augmentation de l'évapotranspiration, une augmentation du déficit hydrique, modification de la végétation. Forcément, quand on a moins d'eau, la végétation peut à la fois jaunir, on le voit très bien sur certaines prairies l'été, mais également impliquer, engendrer la mort de certains végétaux qui sont plus habitués à une quantité importante d'eau. Et finalement, il y a une adaptation de la végétation, mais l'adaptation, elle met plus de temps à s'adapter, et donc on peut avoir une perte de biodiversité de la végétation par manque d'eau. C'est une intensification de la sécheresse des sols, avec toutes les conséquences sur la vie du sol. C'est une réduction de 10 à 60% des débits du cours d'eau en période estivale, et on l'a vu, il peut y avoir des assecs qui peuvent arriver. Un cas pour illustrer, c'est par exemple la Coise en période estivale. On a des débits qui sont très très faibles et qui peuvent poser problème en termes de réchauffement, mais aussi en termes d'écoulement, en termes de continuité écologique. Et forcément, ça peut poser des problèmes pour la vie, tout simplement, du cours d'eau d'une façon générale.
C'est l'allongement de la durée des périodes de basse d'eau, intensification et multiplication des situations d'assec, j'en parlais, réchauffement des cours d'eau, j'en parlais également, dégradation des milieux naturels, fragilisation des milieux humides, diminution de la biodiversité. Voilà. Ça, c'est les premières conséquences sur les milieux naturels, mais on a également des conséquences sur l'agriculture. Et on sait très bien que l'agriculture locale est fortement dépendante de cette ressource en eau, avec malheureusement potentiellement des pertes de rendement agricole. Vous verrez dans la publication qu'il y a une référence qui montre que l'impact est quand même important. C'est une dégradation aussi des qualités nutritives et commerciales des productions. Forcément, quand on a moins d'eau, ben, les fruits, les légumes peuvent être moins gros, avec une qualité moindre. Donc, c'est important d'avoir cette eau à disposition pour l'activité agricole et les productions agricoles du territoire. C'est également un besoin peut-être de sélection des cultures uniquement résistantes au manque d'eau. Et c'est vrai que sur le territoire, on a notamment une production de maïs qui est importante et qui est très consommatrice d'eau et qui peut avoir des conséquences sur la ressource en eau. C'est une altération du bien-être et de la santé des animaux d'élevage. Forcément, hein, une vache, c'est 80 à 100 litres d'eau par jour. Si malheureusement elle n'a pas cette quantité, ben, c'est une conséquence aussi sur le bien-être animal et sur sa santé. Difficulté accrue à travailler du fait du sol durci, je te disais tout à l'heure, avec un sol qui est sec, et diminution de la rentabilité des exploitations agricoles. Tout ça, toutes les conséquences que je vous ai dit initialement, bah, c'est aussi des conséquences sur la vie économique, la vie financière des exploitations agricoles, et potentiellement, ça peut les remettre en cause avec une instabilité sur certaines exploitations. Je vais continuer sur les conséquences possibles. C'est également des conséquences sur l'industrie avec des investissements sur des process utilisant moins d'eau parce que bah, s'il y a moins d'eau disponible et que les entreprises veulent continuer à fonctionner, il y a besoin peut-être d'avoir des investissements, et c'est des investissements qui sont lourds, qui demandent souvent une rentabilité a posteriori. C'est une réduction temporaire, voire arrêt définitif de la production. On peut avoir ce cas, malheureusement, d'entreprises qui sont obligées de mettre les personnes en chômage technique par manque d'eau, parce qu'elles ne peuvent plus continuer leur production. Et ça peut aller même à la délocalisation de certaines entreprises, ou la localisation d'entreprises vers des territoires qui sont davantage pourvus de ressources en eau. Donc là, avec des conséquences importantes, avec ces délocalisations et ces pertes d'emplois pour le territoire. C'est également des conséquences en termes de production énergétique. On a des barrages qui sont à la fois euh, qui produisent de l'énergie, et donc forcément, si la ressource en eau, la réserve d'eau dans la retenue est moins importante, et ben, il y a une diminution de la production hydroélectrique qui peut avoir lieu. Et c'est là aussi, ne pas oublier, parce qu'on regarde le département de la Loire, mais il faut voir ce qui se passe aussi à Laval. Et à Laval, sur le Val-de-Loire, Tours, Orléans, Tours et un peu plus bas, on a des centrales nucléaires qui dépendent de la ressource en eau disponible dans le fleuve Loire pour le refroidissement. Donc, si on a une ressource en eau qui diminue, si on a un débit du fleuve Loire qui diminue, pardon, on peut avoir une fragilisation du refroidissement de centrales nucléaires situées à Laval. Et ça, j'en parle sur le territoire de ligérien, mais c'est une problématique qui est également assez importante et qui pose réflexion actuellement sur le fleuve Loire, qui alimente également et qui refroidit de nombreuses centrales nucléaires. Des conséquences également sur les activités touristiques et de loisirs, avec une baisse de la fréquentation touristique, interdiction de la baignade et certaines activités nautiques. On l'a vu sur le plan d'eau du Rouennais, mais également de Villeray, pardon, mais également surtout sur le plan d'eau de Grandjean, avec des interdictions de baignade et d'activités nautiques qui ont couvert quasiment toute la période estivale 2025.
Également, des difficultés pour la nivoculture pour les domaines skiables. L'actualité montre que les stations de moyenne montagne souffrent de ce manque de précipitations neigeux, mais aussi également pluvieux, et donc avec les conséquences de malheureusement fermeture de la station de Chalmazel. Vous en avez tous entendu parler. Et enfin, les dernières conséquences, c'est l'aménagement du territoire avec des difficultés accrues pour la potabilisation de l'eau parce qu'on a une eau qui est moins abondante, donc qui potentiellement peut concentrer des pollutions. Et donc, pour la potabilisation, ça peut poser plus de difficultés. Donc, des investissements également des pouvoirs publics pour rendre cette eau potable. Multiplication des ruptures ponctuelles de l'alimentation en eau potable. Voilà, on voit très bien qu'on a sur certains secteurs notamment de montagnes, qui sont alimentées par des sources. Et ces sources sont les premiers éléments à se tarir en période de sécheresse. Et bien, on peut avoir des ruptures d'alimentation, un robinet qui ne coule plus. Et là, ça provoque des tensions vis-à-vis des particuliers qui peuvent être importants, et donc le besoin d'avoir le recours à l'approvisionnement extérieur par citernage, par exemple, pour remplir les châteaux d'eau et venir pérenniser cette alimentation en eau potable des foyers. C'est aussi des augmentations de tension sur les interconnexions entre territoires. Il existe des interconnexions qui fonctionnent quotidiennement, mais aussi des interconnexions de secours. Et donc, ces interconnexions peuvent être mises à contribution d'une façon un peu forte à certaines périodes de l'année, et donc des tensions qui peuvent émerger. C'est également remise en cause des projets d'urbanisme, limitation du développement des territoires. Voilà. Aujourd'hui, on a un territoire qui peut avoir des problématiques en termes de ressources en eau. Je le développerai, toute cette partie aménagement du territoire, je le développerai un peu plus tard, mais on peut se poser la question de continuer à développer un territoire, même si la ressource en eau n'est pas forcément disponible. Voilà, là est la question, et j'y reviendrai très rapidement dans cette présentation pour détailler cet enjeu particulier. Troisième partie, tous dans le même bateau. Effectivement, on a des éléments qui font en sorte qu'on est obligé d'agir. On ne peut pas rester sur cette situation et se dire ça va passer, ou on fait des danses de danse d'Indien pour que ça pleuve. C'est pas le principe, c'est pas la solution. Et la solution, elle est d'ores et déjà à mettre en œuvre, soit par des actions coercitives et contraignantes, malheureusement, et il le faut, parce que la situation le nécessite, dans certaines situations bien sûr. C'est des actions de concertation, mettre autour d'une table. C'est des actions de restauration du cycle de l'eau parce que parfois il a été modifié, et donc il est important de restaurer ce cycle de l'eau pour le bénéfice de cette ressource. Et c'est des actions d'information et de sensibilisation pour économiser la ressource, parce que tout le monde utilise la ressource en eau, que ce soit les industriels, les agriculteurs, les particuliers pour le domestique. Et donc, il est important d'avoir des actions d'information, de sensibilisation pour que tout le monde économise cette ressource. Les premières actions, finalement, c'est on a vu, on est sur une ressource sous tension, on a vu qu'on avait une concurrence entre les usages de l'eau, parce qu'en période de tension, forcément, les usages domestiques, les usages du milieu naturel qui doivent prévaloir, les usages domestiques, les usages agricoles, les usages industriels, tourisme, aménagement du territoire. Enfin voilà, c'est des usages qui vont se mettre en concurrence et qui ne sont pas forcément des éléments de calme entre les différents usages. On le voit très bien au niveau agricole, où là, avec les bassines, mais on n'en a pas sur notre territoire, mais les grandes bassines peuvent poser vraiment des questions de concurrence d'usage et de tension vraiment très fortes sur le territoire. Donc, il est important aussi d'agir par rapport à ces tensions qui sont en train de monter en pression, sans jeu de mots. C'est également, il faut agir parce qu'il y a une conscience sociale de la fragilité de la ressource. Auparavant, je pense que cette conscience sociale, elle n'était pas forcément très, très forte. Avant, on aménageait un territoire,
demandait au syndicat des eaux de faire une conduite pour alimenter un territoire et il n'y avait finalement pas de contrainte. La seule contrainte, elle était financière. On tirait les tuyaux, c'était de la technique et on alimentait en eau. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, la ressource en eau, elle est fragile. Elle est sous tension. Elle n'est pas forcément toujours disponible. Elle devient rare. Et au final, quand on regarde un petit peu ce que pensent les gens, et là je fais référence à un sondage de l'Institut Terram de mars 2025, que vous retrouverez dans la publication, montre que 65% des personnes se déclarent préoccupées des enjeux liés à l'eau. Donc beaucoup plus que la moitié, on est quasiment à 2 tiers de la population qui pense que les enjeux de l'eau sont importants et qui se sentent préoccupés par cette thématique. 72% d'entre eux jugent que la qualité de l'eau se dégrade. Ça aussi, ça interroge par rapport à finalement la qualité de l'eau où l'on se baigne, et effectivement avec les interdictions de baignade, mais aussi avec la qualité de l'eau distribuée. C'est quelque chose qui interroge grandement. Et enfin, 44% estiment que l'accès à l'eau devient un problème majeur. Presque 50% de la population pense que l'accès à l'eau devient un problème majeur. On ne peut pas rester avec cette situation de tension, d'inquiétude de la population vis-à-vis de la ressource en eau et de son accès. Et il y a une nécessité véritablement de réponse des pouvoirs publics pour faire en sorte que finalement cette ressource en eau ne pose pas question à la population et ne soit pas une source de tension, surtout. Les premières actions qui sont mises en œuvre, c'est les actions coercitives et contraignantes. Des actions, des restrictions d'usage de l'eau. Le 12 août 2025, par exemple, je vous prends cet exemple de date, il y avait 74 départements en France qui étaient concernés par des restrictions d'usage de l'eau. Et pour le département de la Loire, 3 secteurs étaient en crise. Donc, niveau de crise, ça veut dire qu'on ne maintient pas les usages prioritaires de l'eau, qui correspondent aux usages sanitaires et de sécurité. 3 secteurs étaient dans cette situation. 4 étaient en alerte renforcée, 5 étaient en alerte et 2 en vigilance. Ces restrictions d'usage de l'eau n'ont été, dans le département, abrogées seulement le 12 septembre 2025. Ça veut dire qu'on a passé tout l'été avec des restrictions d'usage de l'eau et voire même un peu du printemps juste avant. Et il y a même une situation qui avait été un peu plus compliquée, c'est sur le Rouennais avec des levées de restrictions uniquement le 18 novembre dernier. On est vraiment sur des choses qui sont vraiment tendues avec des restrictions d'usage de l'eau imposées par arrêté préfectoral pour limiter justement le recours à cette ressource en eau et limiter des usages qui ne sont pas nécessaires et préserver les usages qui sont prioritaires. En termes d'actions coercitives et contraignantes, on peut penser aussi à l'urbanisation, au développement d'un territoire. Et là, pas d'eau, pas de permis. Entendez, permis de construire, bien sûr, pas d'habitants. C'est une formule qui est un peu dure, un peu sèche, mais malheureusement, on arrive dans certaines situations à une urbanisation qui devient conditionnée à une ressource en eau suffisante et sécurisée. Et le SCOT Sud-Loire, qui a été approuvé hier soir, je vous donne l'actualité toute chaude, dans son DO, mentionne cette conditionnalité de l'urbanisation à la ressource en eau disponible en quantité suffisante et également en qualité. Mais également le PAD du PLUI de Loire-Forêt Agglomération à 45 communes, celui qui est en cours actuellement, mentionne cet élément. Donc on voit que sur le territoire, on a des territoires qui prennent la mesure de cette ressource importante et ressource qui est fragile, et donc adaptent finalement le développement de son territoire à cette ressource disponible. Il y a aussi des exemples
pas sur le territoire, mais des exemples qui ont fait la une de l'actualité, des suspensions de délivrance de permis de construire, appuyées par les services de l'État et la juridiction, notamment l'Ardèche et le Var en 2023, les Alpes-Maritimes en 2024. Voilà, le Var, par exemple, c'était la communauté de communes du pays de Fayence en 2023 qui a suspendu la délivrance de nouveaux permis de construire pendant 5 ans afin de laisser la ressource se reconstituer. Là-dessus, il y a eu de la jurisprudence parce que forcément, quand on met en suspension la délivrance de permis de construire ou de permis d'aménager, on a des recours au tribunal administratif et on a une jurisprudence du tribunal administratif de Toulon en 2024. Et dernièrement, aussi, ça c'est de l'actualité chaude, on a une décision du Conseil d'État du 1er décembre 2025 qui valide la possibilité de refuser la délivrance de permis de construire en présence d'une insuffisance avérée de l'approvisionnement en eau potable sur le territoire communal au regard de la sécurité sanitaire. Donc, on a maintenant un outillage juridique qui fait en sorte, qui va dans le sens de limiter l'urbanisation au regard de la ressource en eau disponible. J'accélère un petit peu pour laisser un peu de temps aux questions et aux remarques à la fin de ma présentation. On a également la deuxième axe d'action, c'est les actions de concertation. Concertation entre les acteurs de l'aménagement et ceux de l'eau. Parce que jusqu'à présent, on avait 2 corps de métier finalement qui travaillaient en coordination, mais chacun de leur côté. On avait des acteurs de l'eau qui travaillent très bien sur leur domaine, qui sont des experts de l'alimentation de l'eau, de l'assainissement, des milieux naturels, mais leur discours, leur vocabulaire ne parlait pas forcément à l'aménagement, aux acteurs de l'aménagement du territoire. Et les aménageurs du territoire, eux également, ont des contraintes particulières, ont des liens avec le développement du territoire, pardon, je cherche mes mots, mais des souhaits aussi dictés par le politique en termes de développement. Et donc, on va aller chacun de son côté, en travailler en silo, et il n'y avait pas forcément de rencontre et de faire en sorte que ces gens se retrouvent autour d'une table et parlent ensemble pour connaître les contraintes de chacun. Et donc, il y a véritablement un enjeu de rassembler les acteurs de l'aménagement et ceux de l'eau. Alors, pour les aménageurs, c'est de partager les connaissances et l'état de la ressource en eau pour prendre en compte la ressource en eau dans les projets, pour faire en sorte que cette ressource en eau soit prise en compte. C'est aussi pour prévenir les conflits d'usage et renforcer l'accessibilité des décisions. Une décision, si elle est justifiée, si elle est prouvée par rapport à des éléments de diagnostic sur la ressource en eau, elle sera plus facilement acceptée. Mais c'est également aussi un intérêt de faire rencontrer ces acteurs, c'est aussi pour les gestionnaires de l'eau. Parce que les gestionnaires de l'eau ne sont pas forcément associés aux projets de développement, ils ne sont pas forcément personnes publiques associées dans les documents locaux d'urbanisme et SCOT ou PLUI. Et donc, c'est toujours intéressant que ces gestionnaires de l'eau soient associés dans ces procédures pour qu'ils puissent coordonner la gestion de l'eau aux autres politiques publiques, vraiment cette coordination qui est importante, et puis pour, par exemple, l'agence de l'eau, Loire-Bretagne ou Rhône-Méditerranée-Corse, Rhône-Méditerranée-Corse, pardon, c'est de mobiliser au mieux les financements et les moyens au regard des enjeux qui sont présents sur chaque territoire. Donc, cette coordination, cette concertation entre les acteurs de l'aménagement de l'eau et les aménageurs, c'est bénéfice pour les deux systèmes. Et donc, d'où l'intérêt de les rassembler au sein de procédures, notamment de documents d'urbanisme, qui nous importent plus particulièrement. Les actions de concertation aussi, c'est entre les différents usagers de l'eau. C'est partager les contraintes de chacun pour préserver l'ensemble des usages et éviter les tensions. On l'a vu tout à l'heure avec les usages agricoles, industriels, domestiques. Voilà, mettre tout le monde autour d'une table, c'est aussi essayer de trouver une solution pour limiter, pour que chacun préserve ses usages et fasse en sorte que
chacun ait l'eau dont il a besoin pour préserver ses usages. Et d'où la mise en œuvre de PGRE et de PTGE, qui sont des documents de planification concertée qui regroupent les différentes décisions et actions de gestion quantitative de l'ensemble des acteurs et usagers de la ressource sur un territoire. Voilà, ce sont typiquement le PGRE ou le PTGE, ce sont des instances dans lesquelles cette concertation entre les différents usagers de l'eau se fait pour préserver la ressource à long terme. Et c'est également des réflexions sur la gestion des ouvrages avec plusieurs usages. Barrage, canal du Forêt. On a différents usages. Le canal du Forêt, je le disais tout à l'heure, c'est pour l'agriculture, mais c'est également pour l'alimentation en eau potable. Les barrages, c'est de la production électrique. Ça peut être également de l'alimentation en eau potable. C'est également des usages touristiques. Il est important qu'il y ait cette concertation sur la gestion des différents ouvrages pour que ces ouvrages puissent continuer leur fonctionnement et pouvoir alimenter les différents usages comme actuellement. Il y a également des actions de restauration du cycle de l'eau. Et le premier, c'est d'aller vers un autre usage des sols pour préserver la ressource en eau. Et comment se concilier urbanisation et cycle de l'eau. Forcément, en tant qu'agence d'urbanisme, ça nous concerne plus particulièrement. Et donc, c'est préserver les zones stratégiques en eau, que ce soit les captages et leurs aires d'alimentation, que ce soit les zones humides, les tourbières, les cours d'eau et certains plans d'eau et leurs abords, les axes de ruissellement. Voilà, tout ce que l'on peut, toutes les zones en eau que l'on trouve, que l'on définit stratégiques, il faut absolument les préserver parce qu'elles constituent les éléments majeurs pour rétablir un cycle de l'eau équilibré et faire en sorte que la ressource en eau soit présente sur le territoire. On sait très bien, pardon, excusez-moi. On sait très bien que les zones humides et les tourbières sont des réserves en eau. Si on les supprime, forcément, voilà, on aura un cycle de l'eau qui va être modifié et une ressource en eau qui va diminuer sur notre territoire. Ces actions de restauration, elles sont dans la préservation, je le disais juste à l'instant, mais elles sont aussi dans l'aménagement. Quand on aménage un quartier, quand on aménage une rue, comme c'est le cas ici avec l'illustration sur Craintilleux de la rue du Midi, on peut aménager d'une certaine façon pour intégrer l'eau dans la planification urbaine et dès la conception des projets urbains, avec la création de noues, la mise en œuvre de revêtements infiltrants, faire en sorte qu'on diminue le ruissellement pluvial, mais qu'on va s'appuyer sur des solutions fondées sur la nature et faire en sorte que, au final, cette eau qui tombe du ciel lors d'événements pluvieux puisse être stockée, voire réutilisée, mais en tout cas, faire en sorte que cette eau, elle puisse être utilisée et qu'elle puisse valoriser aussi les projets, notamment les aménagements, les projets urbains qui sont constitués. Et l'exemple de Craintilleux est assez intéressant à ce point de vue. En termes d'action de restauration du cycle de l'eau, c'est également la réduction des surfaces imperméabilisées afin de permettre l'infiltration naturelle. C'est le recours à des techniques alternatives de gestion des eaux. J'en parlais avec Craintilleux, mais c'est aussi la mise en place d'outils réglementaires, coefficient de pleine terre, de biotope, bonus à la désimperméabilisation. Et puis d'une façon générale, c'est essayer de renaturer ou de végétaliser l'espace urbain pour faire en sorte que cette eau ne ruisselle pas vers l'aval rapidement, mais participe au fonctionnement du territoire, au fonctionnement des espaces verts reconstitués, voire faire en sorte que l'eau est réutilisée pour certains usages, notamment l'arrosage des espaces verts publics, par exemple. Et je finirai par les actions d'information et de sensibilisation, avant de vous laisser la parole sur le chat et de répondre à vos remarques. On a des collectivités qui sont déjà exemplaires. On a
on a des collectivités qui ont pris déjà la mesure de l'enjeu de l'eau. Et c'est le cas de Montbrison, c'est le cas de Loire-Forêt également, d'une façon plus large. Mais Montbrison, par exemple, s'est lancé dans un vaste plan pour économiser la ressource, et notamment avec des actions de renouvellement des canalisations d'eau potable afin d'éviter les pertes. Ça, c'est le rendement des canalisations d'eau, c'est une politique qui est sur Montbrison, mais je peux citer aussi sur Saint-Étienne Métropole, sur d'autres syndicats des eaux, bien sûr, parce que c'est quand on prélève 100 litres d'eau et qu'il en arrive que 50 à la distribution, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pertes qui sont dans le milieu naturel. Donc là, pour éviter des prélèvements qui sont toujours plus importants, ben, il y a un dispositif qui est important, qui est de retrouver un rendement des canalisations d'eau potable le plus important possible. C'est aussi le choix des essences végétales dans les espaces verts, choisir des espèces végétales, pardon, qui consomment moins d'eau potable, qui sont adaptées aux périodes de sécheresse. C'est également d'aller vers un arrosage optimisé, euh, pas faire en sorte qu'il y ait un arrosage qui favorise l'évaporation. C'est peut-être tous les systèmes de goutte à goutte également. C'est une mise en place de dispositifs d'économie d'eau dans les bâtiments publics, tout ce qui est mousseur, tout ce qui est réducteur de pression, par exemple, pour limiter la consommation d'eau. Et c'est réutilisation des eaux de pluie sous certaines conditions, parce que effectivement, ces eaux de pluie présentent des caractéristiques qualitatives qui ne peuvent pas, être utilisées sur certains usages, mais qui peuvent l'être pour le lavage des voiries, par exemple, l'arrosage des espaces verts. Mais c'est une ressource qui peut être facilement utilisée. Je suis désolé, je vais très vite, mais vous pouvez retrouver toutes ces informations et tous ces éléments dans la publication pour laquelle je vous donnerai le lien juste après. Et puis des actions d'information également auprès des usagers. C'est d'informer les usagers sur la ressource, parce que plus les usagers comprennent la ressource en termes de provenance, en termes de qualité, de quantité, de fragilité, de niveau, finalement, quel est le niveau de la ressource sur notre territoire, plus on les informera, plus ils prendront conscience de la rareté et de la fragilité de cette ressource, et donc forcément, ils y feront davantage attention. C'est aussi de sensibiliser de façon permanente à la sobriété, et là, on a les exemples avec des couvertures de publications qui sont faites par des territoires pour aller vers la sobriété, vers la réduction de la consommation en eau potable. Et puis, en période de crise, il faut avoir recours à une communication ciblée. Et là, bah, voilà, on a une publication de la Rouennaise de l'eau, mais également une initiative sur le mur de la mairie de Saint-Julien-Molin-Molette, avec un petit fanion qui montre au quotidien le niveau de la ressource et qui permet à chacun passant devant la mairie de se tenir informé du niveau de la ressource et de faire attention en conséquence. Voilà, j'ai terminé. Je ferai simplement ici les liens utiles pour en savoir plus. Donc, vous avez le lien vers la publication d'Épure que j'ai cité plusieurs fois lors de ce webinaire. Également des liens vers le site du changement climatique qui nous a permis de documenter notre publication et notre webinaire. Également un lien vers l'étude HMUC Sage Loire-en-Rhône-Alpes, qui est très intéressante en termes d'études en cours, qui ont mené des études sur les 4 volets, donc hydrologie, milieu, usage et climat, et qui donne beaucoup d'informations sur une grande partie du territoire ligérien. Également des éléments sur les prélèvements en eau d'une façon générale, et puis également, je parlais tout à l'heure d'un sondage. Voilà, les Français face au défi de l'eau, vous avez le lien vers ce sondage. Merci pour votre attention. Je suis à disposition pour répondre aux différentes réactions sur le chat. Et j'en vois une déjà de Géraldine Cirera qui nous dit: restrictions certes, mais est-ce que la population est alertée et sensibilisée pour avoir des compétences ou des outils pour une action efficiente concernant la préservation de l'eau?
Finalement, c'était la dernière diapositive que je remets. Effectivement, on a des syndicats des eaux, par exemple la Rouennaise de l'eau, mais aussi des territoires, Saint-Étienne Métropole, Loire-Forêt, d'autres territoires, et puis des communes hein, qui font en sorte de communiquer, de sensibiliser la population pour avoir un usage finalement de l'eau domestique plus, plus, plus sobre et plus adapté par rapport aux différentes périodes et notamment aux périodes de sécheresse. Autre, autre remarque de Thomas Zamaron, comment déterminer objectivement la pertinence de rénover un réseau d'eau alors que l'eau perdue retourne au sol et n'est pas perdue au sens hydrologique? Alors effectivement, si on regarde ça d'une façon générale, l'eau n'est pas perdue, elle retourne dans le sol et va ruisseler jusqu'au cours d'eau. La problématique, c'est que si l'eau prélevée est traitée, c'est de l'eau traitée qui peut retourner dans le sol avec toutes les problématiques d'investissement pour ce traitement de l'eau. Si on traite 100 litres d'eau et qu'il y en a 60 ou 50 litres d'eau traitée qui retournent dans le sol, c'est un gaspillage d'argent public. Et donc là, véritablement, il y a un enjeu et très fort qui est, pardon, qui est appuyé par les documents de planification de l'eau, les SDAGE et le SAGE, avec des objectifs de rendement des réseaux d'eau potable, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, avec des objectifs à atteindre. Sinon il y a des conséquences vis-à-vis des territoires qui n'atteignent pas ces objectifs. Euh, Oui, donc je réponds également à Géraldine Sirera qui continue sur les arrêtés préfectoraux de restriction. Effectivement, ces arrêtés préfectoraux de restriction ne donnent aucune info de sensibilisation auprès des habitants ou des infos qui facilitent ou incitent à l'action. Non, 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 c'est vrai que c'est des documents qui sont euh, très réglementaires finalement. Ils sont pas destinés à la population. Ils sont destinés plutôt aux différents usagers institutionnels de l'eau. Et donc, ces acteurs institutionnels de l'eau doivent être le relais finalement de ces arrêtés préfectoraux auprès de la population. Mais effectivement, il n'y a pas de lien véritablement entre les arrêtés préfectoraux d'usage et la population. Et la population n'est pas forcément mise au courant ou doit veiller à savoir ce qui se trouve dans les arrêtés préfectoraux même si la presse locale a fait écho à nombreuses reprises de ces arrêtés préfectoraux de restriction d'usage de l'eau dans la Loire sur l'été 2025. D'autres questions, remarques? Je laisse quelques instants. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, de remarques supplémentaires et complémentaires, eh bien, écoutez, je vous remercie vraiment de votre participation, de votre écoute. Je vous rappelle que sur le site internet, donc, il y a la publication Le territoire ligérien sous haute pression et que très prochainement, il va y avoir le replay de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à venir consulter ces éléments sur le site internet d'Épure. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter une bonne journée et puis de joyeuses fêtes puisqu'on n'est pas très loin de Noël. Donc, merci beaucoup. Bonne journée.